Les difficultés rencontrées en médiation équine pour des personnes avec autisme peuvent être complexes à comprendre et à solutionner. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les analyser, puis comment les gérer au travers de quelques exemples de comportements problématiques fréquemment rencontrés en médiation équine avec des personnes autistes, comme les colères, l'agressivité, l'automutilation, l'agitation, les intérêts spécifiques envahissants, le refus du port du casque. Il faut considérer qu'un comportement problématique a toujours une signification et qu'il est une forme de communication. Pour le décoder et y faire face, il est nécessaire de connaître les particularités liées aux troubles du spectre autistique, d'analyser la situation afin de comprendre d'où vient la difficulté, puis de rechercher la solution adaptée. Il faut tout d'abord se poser certaines questions. Quel est le contexte? Quelles sont les caractéristiques de l'environnement lorsque le comportement se produit? Est-il bruyant? Y a-t-il beaucoup de personnes, de mouvements autour de l'enfant? Lors de quelle activité survient-il? Quelle est la demande? Est-elle trop complexe à comprendre ou à réaliser? Est-elle motivante et adaptée aux intérêts et aux compétences de la personne? Y a-t-il un élément déclencheur? Lequel? Quelles sont les caractéristiques du comportement? Quelles sont les conséquences du comportement? Apporte-t-il des bénéfices, par exemple la cessation de l'activité ou bien l'isolement? Puis, on recherchera la solution adaptée. Il faut toujours éliminer une cause somatique, une douleur, une fatigue, de la fièvre, etc. Il faut adapter l'environnement, réajuster la demande en fonction des capacités de la personne, utiliser des moyens adaptés pour mieux communiquer, rechercher un moyen d'apaisement comme proposer un objet favori ou mettre la personne sur le poney ou le cheval. Et si possible, il faut éviter de renforcer le comportement inadapté. Afin de faciliter l'analyse des situations problématiques, il faut rappeler les particularités de l'autisme. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par des altérations des fonctions de communication et d'adaptation sociale, ainsi que par des particularités cognitives, sensorielles et comportementales qui sont liées à des altérations du développement et du fonctionnement de réseaux neuronaux. Ces troubles sont partagés par des personnes très différentes selon leur degré de sévérité, mais aussi du fait de leur association à d'autres pathologies, d'où le terme trouble du spectre autistique qui est actuellement utilisé et qui inclut toutes les formes d'autisme dans un continuum qui va des formes les plus graves jusqu'aux plus légères, comme l'autisme à haut niveau de fonctionnement et l'Asperger. Il faut donc considérer, et c'est très important, que chaque enfant autiste est unique, avec un fonctionnement et des besoins qui lui sont propres. Ces particularités de l'autisme concernent plusieurs domaines: la communication, le langage, la sensorialité, la cognition, l'adaptation, les émotions, la motricité, le comportement et la mise en œuvre des compétences. Pour plus de détails, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne Médiation Équine. Les principales sources de difficultés sont d'une part le manque d'intérêt pour la relation et le peu d'attention à autrui, les moyens limités pour décoder les intentions d'autrui, comprendre le langage non verbal ou verbal et exprimer ses besoins et ses émotions. D'autre part, le peu d'intérêt pour l'activité proposée, qui contraste avec les intérêts spécifiques pour certains thèmes ou certains objets, et l'autostimulation aussi. Ensuite, l'hétérogénéité des capacités cognitives et les difficultés à traiter la demande du fait des problèmes d'association, de représentation mentale, de planification, d'initiative, de symbolisation et de repérage dans le temps et l'espace. La difficulté à généraliser les acquis, c'est-à-dire à utiliser dans différentes situations des compétences acquises dans une situation donnée.
L'hypersensibilité aux stimuli sensoriels est une source fréquente de comportements problématiques. Les difficultés d'ajustement tonique aussi, et la difficulté à réguler les émotions, l'anxiété, la peur que ressent la personne. L'hypersensibilité au changement, la difficulté à passer d'une activité à une autre, vont aussi générer des comportements à problème. Cela peut aussi être des causes tout à fait banales comme la fatigue, la douleur, l'inconfort, qui sont mal tolérées par la personne autiste du fait de son hypersensibilité et qui sont difficiles à exprimer autrement que par le comportement, faute de moyens de communication. Pour une personne autiste, il est difficile, comme le montre cette image, de supporter le bruit, d'imiter les autres, de comprendre les émotions d'autrui, de participer à une conversation, de comprendre l'enjeu des relations, de ne pas trop parler de ses passions, d'éviter de faire des gestes stéréotypés et de surmonter son anxiété. Tout cela lui demande beaucoup d'énergie. Des aides à la communication peuvent être utilisées pour aider à comprendre les situations, les demandes, les changements et les contraintes. Cela permet de favoriser la compréhension, l'échange, la relation et de réduire les troubles du comportement qui sont liés à l'anxiété, et ça permet aussi d'exprimer des besoins. Et c'est de plus un appui pour développer le langage oral. Ces aides à la communication peuvent être des moyens augmentatifs lorsqu'il existe déjà certaines potentialités de langage oral et que ces aides vont augmenter les capacités, ou bien alternatifs lorsque le langage oral n'est pas encore présent et qu'à ce moment-là, les aides viennent compenser cette absence de langage. Ces moyens peuvent être simplement des routines, des gestes, des mimiques, ou être plus complexes comme des aides visuelles, telles des photos, des images, des pictogrammes, ou des systèmes tels que le PEX, qui est un système de communication par échange d'images, et le Makaton, qui est un programme d'aide à la communication et au langage, constitué d'un vocabulaire fonctionnel qui est utilisé conjointement avec la parole, les signes et ou les pictogrammes. La langue des signes peut aussi être une solution adaptée pour permettre à la personne autiste de communiquer, de développer sa pensée et de s'épanouir. En bas de la diapositive figurent des images et des pictogrammes qui peuvent être utiles en médiation équine pour avertir de l'activité et pour montrer que certains comportements ne sont pas autorisés, comme courir ou se taper. Alors maintenant, nous allons étudier les comportements qui peuvent poser problème en séance de médiation équine. Première situation, l'enfant a peur du poney. Alors, tout d'abord, il faut se demander pourquoi. Peut-être a-t-il eu une expérience antérieure négative, peut-être a-t-il peur de tous les animaux, ou alors cela lui provoque un désagrément sensoriel à cause de l'odeur ou du toucher du poil s'il souffre d'hypersensibilité. Il peut avoir peur des mouvements du poney, peur de la tête ou des yeux. Il peut avoir une perception visuelle atypique qui modifie son interprétation de la vision du poney. Alors que va-t-on faire? Avant la séance, on peut montrer des photos du poney tout seul et des photos d'un enfant avec un poney. Au début, il vaut mieux respecter la distance souhaitée par l'enfant s'il veut se tenir à 10 mètres du poney et qu'il a peur s'il s'approche, eh bien on respectera les 10 mètres en essayant petit à petit de gagner du terrain. On l'incitera à regarder ce que fait le poney, ce que font les autres enfants avec leur poney. On lui proposera peu à peu de toucher la partie du corps du poney qui l'inquiète le moins. Et je pense qu'il est intéressant de le mettre sans attendre sur le dos du poney afin qu'il ressente le bien-être lié au mouvement et qu'il ait envie de cette situation, du plaisir dans cette situation. Sur ces photos, le cas d'une petite fille que nous avons eue en séance de médiation équine et qui avait très très peur du poney,
Durant les 2 premières séances, il n'était pas possible de l'approcher du poney à moins de 20 mètres et nous avons cru que nous allions devoir interrompre la médiation équine. Nous avons quand même essayé une 3e séance au cours de laquelle nous avons pu l'approcher un petit peu du poney par l'intermédiaire de 2 thérapeutes et d'un autre enfant. Et ensuite, nous avons décidé de la mettre directement sur le dos du poney. Et à partir de ce moment-là, les pleurs ont cessé, la peur a disparu et elle était ravie de se trouver sur le dos du poney. Ensuite, dans le travail à pied, peu à peu, on a pu gagner de la confiance. On a commencé par des soins au poney, de brosser la queue, puis peu à peu, on a pu remonter jusqu'à la tête du poney. Et à la fin des séances, eh bien, la petite fille était capable, avec de l'aide, d'aller embrasser le nez du poney. Deuxième situation, l'enfant se met en colère. Alors, pourquoi se met-il en colère? Eh bien, ce peut être parce que l'activité n'est pas adaptée, qu'elle est inintéressante, trop difficile ou trop longue, que l'enfant n'a pas compris ce qu'on lui demande, ce qu'il faut faire, que l'environnement est trop bruyant ou trop agité. Ça peut être aussi que l'enfant recherche l'attention de l'adulte et, bien entendu, toujours penser qu'il peut ressentir une gêne ou une douleur. Que peut-on faire? Eh bien, tout d'abord, rechercher ce qui peut le gêner, lui être pénible ou douloureux. Ensuite, simplifier la demande, éventuellement utiliser des aides à la communication. Proposer une activité plus motivante ou plus facile ou plus brève, en encourageant, guidant et félicitant. Proposer des pauses et travailler un emploi du temps structuré avec, si besoin, des supports visuels. Si l'enfant sait que l'activité demandée ou bien le moment de pause sera temporaire, il pourra être plus à même de supporter cela. On peut aussi partir sur ses intérêts spécifiques pour proposer des activités agréables, en le motivant par rapport à ce qu'il aime et en lui offrant au départ donc des renforçateurs agréables. Autre situation, l'enfant se frappe. Alors pourquoi? Eh bien, ce peut être à cause d'une émotion ou d'une frustration. On n'a pas répondu à son besoin, à son désir. Peut-être que l'enfant s'ennuie. Peut-être qu'il est en difficulté face à une demande, qu'il veut obtenir de l'aide, de l'attention, ou qu'il ressent une douleur ou une gêne. Il peut aussi rechercher des stimulations fortes du fait d'une hyposensibilité. Et le fait de se frapper lui apporte une stimulation forte. Que peut-on faire? Eh bien, tout d'abord, il faut sécuriser l'environnement pour éviter qu'il ne se blesse et apaiser. Puis, rechercher ce qui peut le gêner ou occasionner une douleur. On peut détourner son attention vers une activité agréable ou un objet qui l'intéresse particulièrement. On peut lui montrer le pictogramme « Ne pas se taper » que vous voyez sur cette image, ou utiliser d'autres images pour qu'il puisse exprimer son besoin. Et puis, il faut penser à le féliciter lorsqu'il arrête de se frapper. Alors, l'enfant s'isole ou court partout. Alors, pourquoi? Eh bien, cela peut être parce qu'il ressent une surcharge de stimulation. Il y a trop de bruit, trop d'agitation autour de lui, trop de demandes. Il a besoin de se ressourcer. C'est un moyen aussi d'éviter la relation. Ou bien alors, ce peut être parce que l'activité proposée ne l'intéresse pas. Alors, que va-t-on faire? Dans un premier temps, on va sécuriser et limiter l'environnement pour éviter qu'il ne s'échappe trop loin ou qu'il se mette en danger. On lui laissera un temps de repos si ce comportement fait suite à une demande qui a demandé beaucoup d'efforts psychiques à la personne. On peut lui montrer aussi l'image ou le pictogramme, comme il y a sur cette diapositive, qui va lui indiquer qu'il n'est pas possible de courir. La meilleure solution est encore de le mettre sur le poney, ce qui va évidemment le stabiliser,
en commençant par un temps de retour au calme ou de remise en relation, puis en proposant une activité d'échange motivante et en évitant de le surstimuler. Et puis enfin, on pensera à diminuer le niveau des stimuli et des interactions dans les activités suivantes. Alors l'enfant ne veut pas mettre le casque. Pourquoi? Ça peut être parce qu'il ressent une sensation désagréable lorsqu'on lui met le casque du fait d'une hypersensorialité. Il peut avoir peur du casque, de l'objet casque en lui-même. Ça peut être aussi qu'il ne comprend pas la demande. Alors que va-t-on faire? Eh bien, tout d'abord, il faut vérifier évidemment que le casque ne le gêne pas, ne le blesse pas. Ensuite, la réponse va être fonction des capacités de compréhension de l'enfant. On peut lui faire comprendre verbalement ou gestuellement ou à l'aide d'images, de photos, qu'on ne monte pas sur le poney sans le casque. Il faut l'habituer progressivement à s'approcher du casque, à le toucher, à approcher le casque de sa tête, puis le poser sur sa tête un court instant, puis de plus en plus longtemps. Au début, on peut ne pas accrocher le casque si l'enfant n'est pas sur le poney. On le félicitera et on le récompensera au moindre progrès. Ensuite, une fois qu'il aura accepté le casque, s'il veut le retirer, eh bien, il faut le faire descendre du poney, immédiatement. Et au début, on ne demandera pas de porter longtemps le casque. Il vaut mieux de courtes séquences pour que l'enfant puisse s'habituer au casque. L'enfant ne s'intéresse pas aux moyens augmentatifs de communication que vous souhaitez utiliser ou que les parents souhaitent que vous utilisiez ou que les autres professionnels qui s'occupent de l'enfant vous ont demandé d'utiliser. Alors pourquoi? Ça peut être que l'image est trop difficile à décoder pour lui du fait de ses difficultés perceptives et ou cognitives, ou que l'enfant n'a pas associé l'action à l'image. Alors, que faire? Eh bien, on commencera par une seule photo, image ou pictogramme, selon ce qui semble possible à percevoir et décoder par l'enfant. Mais il faut savoir que certains enfants n'ont même pas la possibilité de décoder une photo. Donc à ce moment-là, il faut en revenir à l'utilisation de gestes signifiants au lieu des supports visuels, puisque ceux-ci ne sont pas décodés par l'enfant. Ensuite, il faut lier, si on utilise le support visuel, il faut lier l'objet ou l'action avec ce support visuel. Et plus le support visuel sera utile pour l'enfant, obtenir quelque chose d'agréable par exemple, plus il sera facile à associer. Dernière situation problème que je vous propose, mais ce n'est pas limitatif et peut-être rencontrez-vous d'autres situations qui vous posent problème et vous pouvez les soumettre. L'enfant est envahi par ses intérêts particuliers, par exemple le flapping comme vous le voyez sur cette image, c'est-à-dire des mouvements des bras de bas en haut. Alors pourquoi? Eh bien, ça peut être qu'il a des centres d'intérêt restreints, des préférences sensorielles, des difficultés à varier ses actions, à supporter le changement et à s'adapter à des activités nouvelles. Ça peut être qu'il ressent du stress, de l'anxiété qui sont liées à l'environnement, à la situation, et le rituel va le rassurer. Peut-être est-il fatigué ou s'ennuie-t-il. Que peut-on faire? Eh bien, tout d'abord, s'assurer que l'environnement est adapté aux particularités sensorielles de l'enfant. Le rassurer, l'apaiser, respecter un temps avec le rituel en l'ignorant, et puis ramener l'attention vers une activité plus adaptée et motivante. Et vraiment, si le rituel est trop envahissant et qu'il est difficile de le faire disparaître, on peut l'inclure dans l'activité proposée. Alors on retiendra, premièrement, qu'un comportement problème a toujours une signification et qu'il est une forme de communication. Deuxièmement, qu'il faut autant que possible prévenir les troubles. Pour cela, il est important de prendre en compte les capacités et les particularités de l'enfant, d'adapter l'environnement, les demandes et les activités,
d'éviter la surcharge sensorielle et émotionnelle, d'adapter le langage aux capacités de l'enfant, d'utiliser des moyens de communication augmentatifs ou alternatifs si besoin, de structurer l'emploi du temps. Enfin, il faut savoir que l'apprentissage de comportements adaptés fait partie des objectifs en médiation équine. Favoriser et renforcer les comportements adaptés et aider l'enfant à exprimer autrement sa difficulté. Et pour finir, voici quelques références bibliographiques.